Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur notre tendance à obéir à une autorité perçue comme légitime. Ce thème a été abordé donc dans l'enquête publiée samedi dernier sur l'expérience de Milgram. Je ne vais pas revenir sur cette expérience, elle est détaillée avant l'enquête. Juste, je voudrais rappeler que 65% quand même des sujets de cette expérience ont obéi à une autorité ici représentée par un scientifique en blouse blanche et donc ont continué à infliger des charges électriques allant jusqu'à 420 volts en fin d'expérience quand même. Donc pour obéir à l'autorité qui leur enjoignait de continuer l'expérience, qui était soi-disant une expérience sur la mémorisation. Bref, je vous mettrai le lien dans la description, vous irez voir le résumé de cette expérience. Donc, cette expérience date du début des années 60 et force est de constater qu'elle n'a pas vraiment perdu de son actualité. Nous sommes toujours aussi obéissants puisqu'on a pu voir quand même ces dernières années que la majorité d'entre nous ont obéi euh, au médecin de plateau à l'injonction à se faire injecter donc une substance expérimentale. Bien. Alors, que la science finalement devienne une autorité quasi absolue, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière parce que c'est un sujet qui est énorme et qui peut aller très loin. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais insister sur la dilution des responsabilités. Parce qu'en fait, je crois que, alors je vais paraphraser, je vais pas le réciter mot par mot, mais Milgram lui-même, donc l'auteur de cette expérience, avait dit que c'est la dilution des responsabilités qui est la pire conséquence donc de cette obéissance à l'autorité. Et effectivement, dans l'enquête, j'ai perçu que, alors dans l'enquête, je vous rappelle que j'avais pris un sujet qui avait obéi et un sujet qui avait résisté à l'autorité. Le sujet qui avait obéi, je l'ai vu un bref moment être tiraillé entre sa conscience et ce désir donc d'obéir à ce monsieur en blouse blanche. Ce tiraillement n'a duré qu'un moment et ensuite il y a eu un shift quelque part et il a décidé à partir d'un moment que c'était plus de sa responsabilité, donc qu'il ne devenait que simple exécutant. Tout ça en fait pour soulager à peu de frais sa conscience. Et là, quelque part, le tiraillement a cessé puisqu'il avait décidé, c'est pas ma faute, l'autre il crie de douleur à côté, mais moi en fait je suis qu'un exécutant, donc tout va bien. Et ça a été assez net dans le subtil, cette bascule. Tout d'un coup, on se décharge de la responsabilité et donc on s'enlève les mains. En fait, cette expérience qui date donc du début des années 60, elle est venue à peu près une petite vingtaine d'années finalement après la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc a ravivé quelque part des souvenirs pas très très glorieux puisque cette Seconde Guerre mondiale a été aussi l'occasion en Allemagne de voir comment des bons pères de famille, euh, fonctionnaires aussi dans le même temps du Troisième Reich, se sont transformés en tortionnaires, en bourreaux et assassins. Le plus célèbre d'entre eux, ça a été Adolf Eichmann. Alors à la fin de la guerre, alors lui, pareil, il était fonctionnaire du Troisième Reich et il était responsable en fait de la bonne organisation des trains qui partaient dans les camps de la mort. Et donc il était évidemment poursuivi, il a échappé à Nuremberg, je crois qu'il est parti, il a fait un petit séjour en Autriche, en Italie. Je crois que le Vatican l'a aidé à avoir un faux passeport et finalement il a réussi 4-5 ans après la fin de la guerre à filer en Argentine où il a passé une dizaine d'années tranquille avant d'être capturé de façon assez rocambolesque, pardon, par les agents du Mossad, je crois en 1960, ramené en Israël pour être jugé. Son procès aura lieu en 1961 et sera retentissant. Je crois il va attirer quasiment 2 fois plus de journalistes que le procès de Nuremberg. Et donc,
Voilà, il y avait Hermann Adolphe. Les images sont assez connues. En fait, il y avait Adolphe Hermann, évidemment, dans sa cage blindée, dans son box, là. Et sa seule ligne de défense tout le long du procès sera: je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Bon, je crois qu'il sera, le procès a eu lieu en avril ou, enfin, en 1961, je crois qu'il sera pendu, jugé évidemment coupable de, je crois, 7 chefs d'accusation, et il sera pendu peu de temps après. Hannah Arendt, la philosophe, qui elle-même, enfin, a fui l'Allemagne nazie juste à temps, en tant que juive, évidemment, elle était assez visée. Elle a terminé professeure de philosophie aux États-Unis. Et le New Yorker, donc un magazine américain, l'a chargé de couvrir le procès Eichmann. Et Hannah Arendt, pourtant avec un passé qui aurait pu la monter contre cet Adolf Eichmann, en fait, elle s'attendait à voir un monstre et elle a découvert un fonctionnaire particulièrement zélé, c'est tout. Enfin, c'est tout. Et du coup, cette confrontation avec cet homme qui n'était finalement pas, entre guillemets, un monstre, sauf qu'il avait obéi à des ordres pas très éthiques, mais qui était somme toute assez banal, presque minable. De ces chroniques, elle va tirer un ouvrage, Adolf Eichmann, ou Rapport sur la banalité du mal. Et c'est cette notion de banalité du mal, en fait, que je voudrais développer aujourd'hui. Parce qu'en fait, que ce soit dans l'expérience de Milgram ou là, Herman, à chaque fois, ce sont des hommes quasi ordinaires, quelque part, qui se transforment en bourreaux, voire en assassins quand même, parce que Herman, il a bien participé à la solution finale quand même, simplement en obéissant. Et d'ailleurs, donc, Hannah Arendt, ses chroniques du procès, en dépeignant donc Herman simplement comme un fonctionnaire zélé qui faisait très attention à ce que les trains partent à l'heure et que tout se passe bien et que tout le monde arrive bien, j'ai failli dire en pleine santé, au camp de la mort, n'est-ce pas? Euh, Ça n'a pas du tout plu à ses amis juifs en Israël, qui auraient voulu en fait que Herman soit dépeint comme un monstre. Et Hannah Arendt, en fait, elle a été assez honnête, elle a écrit ce qu'elle a perçu. Euh, donc, il y avait déjà un précédent avec cette histoire de banalité du mal. Et c'est en fait dans le sens où, d'ailleurs, elle dira, je crois que chaque être humain, s'il cesse de penser, autrement dit, s'il cesse de penser par lui-même, peut se transformer en monstre. Ou, enfin, pareil ici, je paraphrase, mais ça l'a, c'est ça qui l'a remué plus que de d'écrire quelqu'un d'extraordinaire, en fait. C'est pas tellement les monstres eux-mêmes qui sont dangereux, en fait, c'est ceux qui les suivent quelque part. Et là, je vais citer un autre personnage impliqué aussi dans cette Deuxième Guerre mondiale. Là, je vais prendre mes notes parce que je voudrais vraiment euh, lire sa citation correctement. Je veux parler de Primo Levi, qui est un auteur italien et qui est un survivant d'Auschwitz. Alors lui, il écrit dans la même veine, quelque part: les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans poser de questions. Que ce soit Hannah Arendt ou Primo Levi, ils ont exactement mis le doigt sur ce que révélera justement l'expérience de Milgram un petit peu plus tard. Et, et Hannah Arendt aussi écrira la triste vérité, et que la plupart du mal est fait par des gens qui ne se décident jamais à être bons ou mauvais. Donc le citoyen ordinaire, quelque part. C'est ça, c'est-à-dire que
elle a démontré, enfin le procès Herman et ses chroniques ensuite, comment en fait quelqu'un, un individu lambda peut se transformer en bourreau. Ce que viendra encore confirmer évidemment l'expérience de Milgram plus tard. Alors quand Primo Levi dit que ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans poser de questions, bah, on peut dire que des Hermann, il y en a toujours autant, hein, parce que l'expérience de Milgram l'a montré de façon spectaculaire, puisque c'était, par définition, on a publié une petite annonce dans la presse, donc ceux qui se sont présentés ont été des citoyens ordinaires. Et on a vu à quel point certains sont allés jusqu'à infliger des décharges de 420 volts. Et de façon, l'histoire beaucoup plus récente a montré aussi que l'épisode que je parle de l'épisode Covid, que des fonctionnaires prêts à obéir sans se poser des questions, ben, il y en a toujours autant. Parce que sans que ça aille dans des conséquences aussi dramatiques, entre guillemets, beaucoup ont encore quand même obéi à des injonctions, à des ordres, ce qu'il y avait de plus absurde, sans se poser des questions sur la logique vraiment de ces ordres-là. Alors ici, je me permets de raconter une petite histoire personnelle. Euh, Lors du premier confinement, en fait, moi, je résidais dans l'Aveyron et ma mère, à l'époque, dans les Pyrénées-Orientales. Et j'ai décidé, j'aurais été très bien dans l'Aveyron, mais j'ai quand même décidé de passer le confinement avec ma mère parce que je pense qu'elle aurait pété un plomb toute seule sinon. Donc, me voilà confinée. Avec le premier confinement, je crois qu'on avait le droit qu'à un périmètre de 1 kilomètre et puis 1 heure, quoi, hein. Euh, Moi, marcher sur les trottoirs en béton, c'est pas mon truc. Et puis 1 kilomètre, c'est quand même assez restreint. Donc, j'ai continué quand même à essayer de m'évader. J'essayais d'aller dans la campagne environnante. Comme tout le monde, enfin, tous ceux qui voulaient s'évader un peu plus longtemps, j'avais une attestation de 10 à 11 dans la poche droite et de 11 à 12 dans la poche gauche. Bon, et donc j'ai décidé d'aller marcher autour de l'endroit où habite ma mère, dans les champs d'artichauts. Il y a des espèces de voies où les seules personnes qu'on voit, en fait, ce sont, enfin, en temps normal, n'est-ce pas, des joggeurs ou des gens qui promènent leurs chiens. Quoique là, il y avait quand même des gens qui promenaient leurs chiens parce que c'était autorisé. Voilà, bon. Je me suis dit là, dans les champs d'artichauts, sur ces espèces de chemins qui passent à travers les champs, je serai tranquille. Donc, c'était en avril, je crois, un joli matin ensoleillé, me voilà arpentant ce chemin. Et là, je vois arriver une petite 4L blanche, là, et qui ralentit en arrivant vers moi. Et comme ce sont des chemins très étroits et qu'il y a des fossés de chaque côté, moi, je me dis quand même, ce maraîcher, là, il est bien gentil parce qu'il ralentit bien, il est précautionneux. Et puis bon, la voiture approche et là, je vois des épaulettes. Là, je dis, ah, c'est pas forcément un maraîcher, mon compte est bon. Effectivement, c'était un gendarme en petite chemise blanche à manches courtes et qui était chargé de recruter les délinquants comme moi, n'est-ce pas? Donc, il me demande tout d'abord mon attestation. Alors, je choisis l'heure qui va bien. Faut quand même s'en rappeler. Je sors mon attestation et là, il me dit, ah, vous êtes sorti du périmètre autorisé. Je dis, oui, oui, voilà. Je m'en doute un peu. Euh, il me dit, bon, ben, je vais vous dresser une amende. Et, et je lui dis, mais vous avez conscience là que je ne mets personne en danger parce que il n'y a personne à la ronde là, je suis toute seule, donc je ne fais prendre de risque à personne. Et là, ce gendarme me répond, je ne suis pas payé pour penser, je suis payé pour exécuter les ordres. Alors évidemment, les conséquences sont moins graves, hein, il s'agit juste de faire payer une amende, mais cette réponse ressemble quand même étrangement à la ligne de défense d'Adolf Hermann dans son box. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. La gravité de la conséquence est peut-être moindre, mais c'est la même pente et elle est pour moi très très glissante, hein. Alors ensuite, je vais continuer sur ce qui s'est passé après, là, avec mon petit gendarme dans les champs d'artichauts. Donc je lui avais tendu pour montrer à quel point obéir aux ordres est complètement déconnecté chez certains fonctionnaires de la logique. Parce que il me prend donc mon attestation. Donc c'était vraiment tout le début là, de la crise Covid. Tout le monde était parano et tout. Bon, euh, et
pour un peu lui montrer l'illogique de la situation, quand il me rend mon attestation qu'il a largement tripotée, je lui dis, bah, vous voyez, vous venez de la toucher avec vos mains et là, vous voulez que je la reprenne alors que vous venez de m'arrêter ici, alors que je suis au milieu de nulle part et que je touche personne. Enfin, voilà. Et, et donc, il voulait me faire reprendre l'attestation qu'il venait de toucher en main propre. Et je lui dis, mais non, je la reprends pas. À quoi ça sert? Il me dit, non, non, mais vous risquez d'être contrôlé de nouveau, donc reprenez-la. Bon, déjà, on voit la logique. Et je m'attendais à ce qu'il me dresse mon procès-verbal, voilà, puisque mon compte était bon. Et il me dit, non, non, moi, je peux pas vous le dresser, c'est pas moi, il faut attendre la patrouille. Ah, lui, il était en fait que le recruteur. Bon, donc, il téléphone. Ah, j'ai eu quelqu'un tout fier. Bon, j'en ai chopé une. Et il appelle la patrouille. Il laisse tout ce temps, il laisse le moteur allumé. Bon, et puis il me dit, bah, écoutez, on va attendre la patrouille maintenant. Donc, il sort sa petite estafette là. Et nous voilà à attendre la patrouille au milieu des champs d'artichauts. Il y avait les oiseaux qui chantaient, le moteur qui tournait. Enfin, bref. Ça a duré quand même un quart d'heure. Enfin, là, il y a un fourgon qui arrive. Enfin, bleu marine, là, voilà, avec deux gendarmes à l'intérieur. Quand les gendarmes descendent, là, alors que l'autre, il était en petit bras de chemise, là, je vois descendre deux Robocop, des armoires à glace, là, avec gilet pare-balles. Il y en avait un qui avait les lunettes de soleil, un peu style flic à Miami, quoi. Enfin, et puis, bon, tout, le flingue, la matraque, le talkie-walkie, tout, quoi, la totale. Et puis deux baraques comme ça, quoi. Pour moi toute seule. Moi, au niveau gabarit, je suis quand même plus fichi brin d'acier, quoi. Bon, j'étais flattée quelque part. Et voilà qu'ils descendent. Et tout se répète, en fait, l'interrogatoire. Alors, oui, alors vous habitez où? Alors, je dis, pour l'instant, j'habite avec ma mère ici, là, voilà. Mais sinon, je réside dans l'Aveyron. Bon, vous avez vos papiers? Non, j'ai pas mes papiers. Je marche pas sans. Enfin, je marche sans mes papiers, voilà. Et ça, vous savez que vous êtes en tort, oui, si on veut, enfin, selon leurs règles, quoi. Et donc là, ils entreprennent de me dresser le procès-verbal. Alors, ils ont une espèce de. Ils font ça sur quasi un téléphone portable, et l'interrogatoire commence. Et en fait, là, c'était le plus jeune, il y en avait deux, et un assez jeune, alors peut-être qu'il faisait ses armes ou quoi. Alors, c'est lui qui est. Bon, il me demande, vous êtes né où? Alors, je dis, bah, Alger. Alors, il me dit, c'est où Alger? Oh, purée, là je me suis retenue parce que je crois que si j'avais ri, je me payais encore une amende pour outrage à agent. Mais quand même, je me dis, Algérie, il y a une synapse qui manque, la connexion, c'est pas forcément faite, là. Bon, il y a quand même un aîné là qui lui dit Algérie. Alors, bon, là, tout de suite, il est content, il écrit Algérie. Et puis, bah, je vous trouve pas là dans mon fichier. Alors, il y en a un qui dit ah oui, mais c'est parce qu'elle est née à l'étranger. Bon. Alors, tout ça, ça dure un moment. Ils savent pas comment s'y prendre quand c'est né. Alors, je dis, je crois il faut mettre 99 parce que bon, je suis habitué. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Et je sais maintenant que c'est 99 quand on est né à l'étranger. Bon. Alors, ils mettent 99. J'ai contribué à mon propre procès-verbal, faut le faire quand même. Et ça dure, tout ça. Oui, mais alors pourquoi vous êtes là? Et alors je répète, oui, mais là, bon, je suis venue passer le confinement avec ma mère, etc. Et puis au bout d'un moment, pouf, il y a une étincelle, ça y est, je vous ai trouvé dans mes fichiers. Bon. Et alors tout ça, ça a duré déjà un quart d'heure. Ah, vous savez que vous êtes sorti du périmètre. Ouais, oui, oui, c'est pour ça qu'on est là depuis 25 minutes, quoi. Enfin bref. Ils finissent de me dresser le procès-verbal. Alors, il faut imaginer la scène, c'est-à-dire que tous les trois, en fait, ils étaient penchés là sur cette espèce de téléphone portable, et puis tous les trois, ils avaient appuyé, enfin, ils avaient appuyé avec leurs doigts dessus là. Donc, et à un moment, ils me disent, ah, il faut signer là. Alors, si on veut rester dans la logique, je dis, ben, en fait, là, vous voulez que je mette mon doigt là où vous avez. On voyait encore les traces de gras du doigt, là, enfin des doigts. Et puis, vous voulez que je mette mon doigt là, vous venez tous là de tripoter ce portable. Alors, je dis, ah non, mais moi, je regrette, là, genre, on va jouer aussi, puisqu'ils veulent jouer, on va jouer aussi. Euh, je dis, excusez-moi, là, je touche pas ça sans gants, hein. Alors, il y en a qui dit, ah oui, mais non, si vous mettez des gants, le contact va pas se faire. Ah, je dis, ben, non, mais il faut être logique, là. Vous m'arrêtez là au milieu de nulle part parce que je fais prendre des risques à des gens, soi-disant, et là, vous me demandez de toucher quelque chose que vous avez tripoté pendant un quart d'heure, là.
Bon, il y en a un qui sort un petit flacon de gel, je me mets, il nettoie le truc, je signe et tout. Bon, il a fallu que je reconnaisse que j'étais en tort. Là, c'est ça qui m'est resté là, parce que vraiment, moi, me considérer en tort alors que j'étais toute seule au milieu de nulle part, ça a été très difficile. Bon, enfin, je voulais raconter ça pour illustrer à quel point, je ne veux pas généraliser, mais certains fonctionnaires obéissent aux ordres sans vraiment, euh, sans qu'il y ait une connexion avec aucune logique. C'est-à-dire, on ne se pose pas de questions. Là, avec ces trois-là, j'ai eu vraiment un exemple type, quoi. Et encore une fois, même si le degré de gravité, c'est pas la même chose que Adolf Eichmann, mais c'est exactement la même mentalité. Je ne suis pas payé, il m'a dit, je ne suis pas payé pour penser, je suis payé pour obéir aux ordres. Et dès qu'on met un pied sur ce chemin-là, enfin justement qui est une pente, on peut glisser très loin. Voilà. Donc je voulais raconter ça parce que ça illustrait parfaitement cette mentalité d'obéissance. Voilà, je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. C'est simplement que vraiment l'obéissance, quand elle est déconnectée de la conscience, ça peut être très très dangereux. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.